Vous avez vécu un calvaire, un viol le 11 novembre dans le hall de votre immeuble. J'entends des bruits de pas courir derrière moi et en fait je me retrouve plaquée au sol. Une jeune femme qui a été très peu soutenue, qui s'appelle Claire Géronimi. Vous prenez la parole sur RMC pour dénoncer l'insécurité dans laquelle vivent les femmes au quotidien. Éclat, un mot à double tranchant qui symbolise à la fois brisure et rayonnement, cassure et sentiment. Je suis Claire Géronimi et à la suite de mon agression, j'ai décidé de donner la parole à des personnalités inspirantes pour mettre en lumière leur vision féminine si singulière. Femmes politiques, journalistes, psychologues, avocates ou encore victimes échangeront avec moi sur leurs sentiments et leurs interrogations de notre place dans la société. Je désire également mettre l'accent sur leurs histoires marquantes afin de vous fournir, chères auditrices et auditeurs, les clés vers votre propre éclat. Bienvenue dans le podcast Éclat de femmes. Quand on lui a demandé ce qu'il voulait faire plus tard, il voulait faire l'armée. En les éduquant comme ça, on fait des enfants insupportables. J'ai eu un accouchement abominable où j'ai été laissée à l'abandon en fait. Et moi j'ai connu ça là, en milieu d'année. On s'est fait mettre dehors quasiment du jour au lendemain. On a été prévenus 2 semaines avant. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Éclat de femmes. Aujourd'hui, j'accueille Ève Wagerland qui a écrit un livre sur l'effacement des mères, du féminisme à la haine de la maternité. Donc je vous en dis pas plus et je vous laisse place à l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Ève. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation sur le podcast Éclat de femmes. On avait déjà abordé des sujets sur la maternité et sur la famille, etc. Mais je pense que tu vas nous en dire encore un peu plus. Donc hâte que l'épisode justement débute. Est-ce que déjà tu pourrais te présenter et nous raconter un peu ton parcours ? Bien sûr. Alors je suis Ève Wagerland. Au départ, j'ai écrit un livre sur l'éducation nationale parce que je suis enseignante et je voulais un peu partager mon expérience sur ce thème. Et ensuite, j'ai écrit un second livre sur la question de la maternité qui s'appelle « Du féminisme à la haine de la maternité », notamment parce que j'avais fait l'expérience de la maternité entre-temps aussi, en plus de mon expérience de prof. Et j'ai voulu témoigner de ça également. Ok. Et d'ailleurs, on va revenir justement sur ce livre-là parce qu'on a plein de questions à aborder. Et j'aime bien poser une petite question au début à mes invités, c'est quelles sont les 3 qualités qui peuvent faire éclat chez toi ? Alors je sais que ça peut faire un peu... J'avais entendu dans les autres, donc je me suis préparée psychologiquement. Ouais. C'est la première fois que je me lance dans mon éloge. Donc j'ai trouvé une qualité qui est ma qualité principale, je pense, et qui est en même temps un défaut. Je dirais que... ce qui est certain, c'est que je ne sais pas vraiment cacher ce que je pense, ni cacher mes sentiments. Donc, dans certaines situations, c'est pas forcément pratique. Je sais que parfois, j'ai certainement dû blesser des gens, d'ailleurs, comme ça. En revanche, au niveau du débat d'idées et du débat public, ça me donne une certaine, je pense, authenticité parce que je dis ce que je pense. Et en fait, dans la sphère médiatique, on n'est pas si nombreux que ça à le faire. Et même au quotidien, en fait, quand on parle avec les gens, moi, ça m'étonne toujours dans ma grande naïveté sur ce sujet de voir que peu de gens, finalement, disent vraiment ce qu'ils pensent. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez les autres et que, oui, je pratique le plus possible. Voilà. Ça, c'était pour la première qualité. Deuxième qualité, je dirais... Alors... ça a des limites quand même, mais que j'accepte relativement bien les critiques, en tout cas les critiques constructives. Chaque fois que j'ai écrit des choses, pour une raison ou pour une autre, j'ai même apprécié parfois. Alors sur le moment, on n'est jamais très content. Hein. Ça fait un petit blessure à l'ego, mais bon, voilà. Après, c'est un peu... Mais généralement, chaque fois que j'ai intégré en tout cas des corrections à ce que j'écrivais, j'étais beaucoup plus contente du résultat ensuite. Et par ailleurs, pour ce qui est du débat, encore une fois, d'idées, des échanges dans la sphère médiatique, je pense que ça me donne une certaine capacité, en tout cas que j'admets l'idée qu'on puisse avoir une opinion différente de la mienne. Mais ça, je pense qu'en fait, c'est un peu la caractéristique de tous les gens de droite. On vit dans un monde qui est dominé idéologiquement par une idéologie qui n'est pas la nôtre. Donc on est forcé en fait de faire avec et d'accepter le débat contradictoire, de prendre en compte des idées qui ne sont pas les nôtres parce qu'elles sont dominantes.
Tandis que je trouve que les gens de gauche, par ailleurs, sont de plus en plus sectaires et de plus en plus, je rencontre dans ma vie des gens qui simplement explosent parmi les gens de gauche quand ils sont confrontés à un point de vue adverse, en fait. Et refusent des fois tout débat Ah, mais également. complètement. Donc ils courent à la discussion. Enfin, moi aussi, j'ai été confrontée quelquefois à certaines féministes de gauche, mais on en reviendra aussi après à ce sujet-là, mais je suis totalement alignée avec toi. Du coup, je t'ai invitée sur ce podcast justement pour parler de ton dernier livre. Est-ce que tu peux nous dire quel a été le déclic? Tu dis que c'est parce que tu as toi-même été confrontée à la maternité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Voilà. Alors effectivement, ce livre, donc l'effacement des mères, du féminisme à la haine de la maternité, il part d'abord de mon expérience personnelle, puisque j'ai fait l'expérience de la maternité et de ses difficultés aussi dans la France d'aujourd'hui. On rencontre un assez grand nombre en fait, de difficultés à être mère dans la société actuelle et j'ai découvert tout ça. En fait, je l'ai pris dans la figure, je pense, comme beaucoup de femmes. Voilà, je savais que ça serait, bon, je vais pas dire une épreuve, mais que ça chamboulerait ma vie, qu'il y aurait un certain nombre de difficultés, mais il y a des choses que j'ai découvertes et que j'ai trouvées anormales. Et j'ai aussi voulu réagir aussi à tout ce mouvement d'hostilité en fait à la maternité de la part de certaines féministes, tout le mouvement No Kids, le mouvement, dans mon introduction, je pars de tous ces articles dans la presse féminine sur le regret d'être mère, des femmes qui s'épanchent là-dessus, qui disent qu'elles aiment leurs enfants mais qu'elles regrettent la maternité, enfin quelque chose qui me paraît absolument insensé. Ouais. Et j'ai voulu réagir à ça aussi. C'est bien parce qu'en fait dans ton livre, moi ce que j'ai plutôt apprécié c'est que c'est très complet parce que tu parles d'un point de vue historique de la construction du féminisme depuis sa genèse, on reviendra justement après. Tu parles également, on va dire, le sujet plus actuel, comment une mère justement peut... Les problèmes qu'on peut rencontrer quand on va dans un hôpital, quelles aides après on peut avoir quand on doit par exemple faire garder son enfant. Moi j'ai déjà entendu pas mal de personnes justement me raconter toutes ces problématiques-là. Et justement, quand on est dans une classe moyenne, c'est d'autant plus compliqué que, par exemple, des personnes qui peuvent avoir déjà pas mal d'aide par l'État. Donc, c'est vrai que c'est très, très complet. Il y a beaucoup de données historiques aussi, ce qui est assez intéressant pour comprendre vraiment, dans sa globalité, on va dire, le sujet. Donc, c'est vraiment, on va dire, quelque chose qui, pour moi... Le mal et les origines du mal. Exactement, c'est ça, je trouve. Et ça, à la fin, en plus de ça, tu apportes quelques idées, quelques réponses, quelques solutions que certains politiques devraient mettre en place et que je trouve assez intéressant, qu'on essaiera peut-être de mettre en place. En tout cas, l'idée, c'est de le pousser aussi. À tes yeux, qu'est-ce que signifie être une femme au XXIe siècle ? Alors, qu'est-ce qu'une femme au XXIe siècle ? Je pense qu'il y a plusieurs définitions possibles, évidemment. Si j'étais une féministe, je dirais certainement que nous sommes des victimes dans un système d'oppression patriarcale. C'est le point de vue, en tout cas, le plus répandu, malgré tout, dans la société, dans l'idéologie dominante. Je pense, moi, au contraire, que dans la société actuelle, les femmes ont toute leur place, elles ont un rôle à jouer et elles peuvent le jouer. Je n'ai pas l'impression qu'on soit infériorisé. Je n'ai pas envie, pour ma part, de me complaire dans un statut de victime. Je pense que les femmes rencontrent des difficultés dans la société actuelle et ça va paraître un peu paradoxal, mais en fait, il me semble que les difficultés qu'on rencontre sont en fait la conséquence de ce féminisme qui refuse de militer pour les choses qui pourraient nous aider concrètement. Ouais. Et notamment sur deux points essentiels. Ces féministes refusent de prendre en compte la maternité, puisque au contraire elles ont tendance à la rejeter. Donc elles refusent de nous aider quand on est mère et de se battre sur ce terrain-là, alors que quand même c'est une majorité de femmes encore qui sera mère aujourd'hui. Et par ailleurs, elles s'aveuglent sur la réalité de l'insécurité qu'on connaît, c'est un sujet que tu connais bien. Elles refusent de voir la réalité de cette insécurité, sa nature, pour des questions idéologiques. Donc en fait, sur ces deux terrains-là, elles ne nous défendent pas du tout. Et elles nous abandonnent à nos difficultés. Elles sont limite opposées à tout ça et place, on va dire, la femme, en fait, tout ce qui a été mis en place place la femme, on va dire, dans ce côté beaucoup plus masculin. Et toutes ces féministes, justement, tu le dis dans ton livre, se référencent beaucoup à Simone de Beauvoir. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, justement, cette origine du féminisme ?
bien sûr. Donc le féminisme, à l'origine, il est quand même très ancré contre la maternité, dès Simone de Beauvoir en fait. Dans le deuxième sexe, on trouve essentiellement... donc il y a toute une partie sur la maternité, mais alors qui est extrêmement négative, extrêmement hostile, qui envisage la maternité sous l'ordre de la contrainte, voire de la psychose. Pour Beauvoir, c'est une contrainte biologique dont il faut qu'on s'affranchisse, dont il faut qu'on se libère. Et par ailleurs, elle milite beaucoup pour l'avortement. Donc voilà, la maternité est envisagée essentiellement sous un angle négatif. Ouais. En sachant qu'on a quand même besoin de renouveler notre population aussi et de pouvoir faire perdurer entre guillemets l'espèce humaine, donc de là à s'opposer à oui, c'est ça, c'est qu'on n'est pas forcé d'être dans un angélisme béat vis-à-vis de la maternité. Bien sûr qu'il y a des rapports mère-fille qui ont été négatifs. En fait, le problème, c'est que Beauvoir, elle projette sur l'ensemble de la société quelque chose qu'elle a mal vécu, elle, personnellement, son rapport avec sa propre mère qui était traumatique. Le fait qu'elle aussi a choisi de ne pas avoir d'enfant, mais en fait, elle généralise beaucoup à partir de ça. Et moi, ça me pose un problème sur le plan intellectuel aussi, parce que je trouve qu'elle n'est absolument pas neutre ni rationnelle sur le sujet. Et qu'une société, en fait, ne peut pas vivre sans se reproduire. Le mouvement actuel écoféministe, No Child, il est absurde. Une société ne peut pas vouloir ne pas faire d'enfants, sinon elle se suicide, en fait. On peut, à titre individuel, décider de ne pas avoir d'enfants pour différentes raisons. On peut s'accomplir différemment, mais qu'une société entière décrète que plus personne ne fera d'enfants, c'est un suicide collectif, en fait. Ça ne peut pas fonctionner sur le long terme, ça ne marchera pas. Je pense que c'est ça aujourd'hui les combats contemporains de ces néo-féministes, ou est-ce qu'il y en a d'autres, on va dire, si on parle des féministes de gauche, bien sûr, parce qu'on peut aussi parler de féministes de droite, un peu comme ce que je peux être, ou que d'autres militantes de droite peuvent être. Ou est-ce que, quels sont exactement leurs combats? Il y a tout ce qui est maternité, child free, le mouvement No Kids, tous ces mouvements qui sont liés justement pour des raisons entre guillemets écologiques aussi. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres combats qui amènent? C'est toute une vision de la société, en fait. Le féminisme est pris relève, disons, d'une idéologie de gauche maintenant très ancienne. On parlait de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, elle était communiste, clairement. Elle a été à Cuba, en Chine, elle a essayé de rencontrer Mao. En fait, ce féminisme-là, le nôtre actuellement est une variante. Le néo-féminisme actuel descend de ce féminisme-là, plaque en fait un schéma marxiste sur toute la société. Sauf que ça n'est plus la lutte des classes, c'est la lutte des sexes. Mais c'est toujours un schéma dominant-dominé, en fait, qui monte en fait certaines parties de la société les unes contre les autres. Donc les féministes prétendent défendre les droits des femmes, évidemment. Elles prétendent défendre nos intérêts, notamment par exemple toutes les violences faites aux femmes, qui est un des thèmes majeurs portés par les féministes. Oui, et souvent c'est les gros slogans des associations, justement. Voilà. Et le problème, en fait, c'est qu'elles le font avec ce prisme idéologique, un prisme idéologique qui est tel que c'est, en fait, la plupart du temps, totalement contre-productif. Donc, par exemple, quand elles parlent des féminicides, et des violences faites aux femmes en général, elles appliquent donc leur schéma dominant-dominé, et ce que ça signifie pour elles, féminicide, c'est qu'on vivrait dans un système d'oppression patriarcale, ou de ce qu'elles appellent la culture du viol. Et donc, à partir de là, elles vont mener des luttes complètement absurdes pour lutter contre ce patriarcat et cette culture du viol qui n'existe pratiquement pas, en tout cas pas dans nos sociétés occidentales développées et de culture chrétienne par ailleurs. C'est quand même notre héritage et c'est ça qui fait en fait qu'on n'est pas dans un ignoble patriarcat soumise, etc. Et donc, elles mènent des combats absurdes à partir de là pour lutter contre ce patriarcat qui n'existe pas.
Donc ça va être l'écriture inclusive, des choses à chaque fois dérisoires par rapport aux problèmes réels qu'on rencontre. Les féministes qui ont milité contre l'épilation parce que ce serait une soumission à je ne sais quel stéréotype de genre. La question des règles, il y a beaucoup de militantisme pour reconnaître à quel point c'est une souffrance dans la société pour nous d'avoir nos règles, etc. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des femmes qui n'en souffrent pas, etc. Mais voilà, on voit à quel point ces combats sont dérisoires à côté des problèmes réels des femmes et des femmes françaises notamment. Donc elles militent aussi évidemment pour l'IVG à partir de là parce que leur idée est vraiment de faire de la femme la propriétaire de son propre corps. Et ensuite, et ça c'est ce qui est le plus absurde dans leur combat, c'est que comme elles sont dans une logique d'intersectionnalité des luttes, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'elles refusent de voir aussi que les violences faites aux femmes très souvent viennent d'hommes issus de l'immigration, parce qu'il faut être solidaire en fait entre minorités. Et à cause de cette solidarité, elles vont aussi défendre maintenant complètement l'idéologie du genre. Donc déjà le féminisme des origines, celui de Beauvoir, avait tendance à nier la différence des sexes et à chercher une indifférenciation, nier le masculin, le féminin en disant que c'était seulement des constructions culturelles, etc. Et là avec la théorie du genre, c'est la négation carrément de la biologie, l'idée que le fait d'être femme peut être un pur ressenti. Elles vont entrer complètement là-dedans, accepter certaines féministes qu'on parle non pas de femmes, donc on gomme le mot femme quand même. On est féministe, on n'utilise plus le mot femme, on parle de personnes avec un utérus, des termes atroces. Et on est réduit à l'état... Ah oui, alors là vraiment... On n'a plus du tout d'identité. C'est ça. Négation totale du féminin, de la spécificité féminine. Et bien, ce dont elles ne se rendent pas compte, c'est qu'en faisant ça, elles s'autodétruisent en fait. Parce que en fait, des féministes qui nient l'existence de la femme et de la féminité, ça n'a absolument aucun sens. Et c'est totalement contradictoire. Et de ce que tu dis également dans ton livre, ce qui est assez intéressant, c'est que tu dis que la féministe a également essayé de prendre la place de l'homme dans la société et en fait, limite, a pris beaucoup trop la place de l'homme pour après qu'on puisse être considérés comme des femmes et justement porter certains combats, par exemple notre charge de travail quand on est justement enceinte, on ne peut pas du tout se permettre de prendre tant de jours de repos, etc. Parce qu'en fait il faut tout le temps retourner au travail parce que la société nous met une pression aussi telle. C'est un peu, c'est totalement, on va dire, je pense que le féminisme aurait pu avoir de bonnes pensées au début, sauf qu'en fait c'est rendu à un stade tellement extrême qu'au final en fait on se repère plus du tout et tout est complètement contradictoire comme tu le dis. C'est ça. C'est clair et net. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est, qui a apporté dans l'histoire, l'origine, on va dire la genèse de l'IVG, histoire qu'on recontextualise un peu. Je pense qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui le savent, mais je pense que c'est important de le... Parce que c'est les bases. C'est ça, rappeler un peu les bases que justement tu rappelles dans ton livre. Et après nous expliquer pourquoi ça a été constitutionnalisé, exactement. Alors, donc la légalisation de l'IVG en France, déjà le terme est important, ça n'est pas juste une dépénalisation comme dans d'autres pays. Ce qui m'aurait mieux convenu, par exemple, à titre personnel, simplement, effectivement, une dépénalisation, c'est simplement ne pas poursuivre les gens qui pratiquent des IVG. Là, on a légalisé. À partir de là, ça a entraîné quasiment automatiquement la prise en charge par la sécurité sociale, quel que soit le nombre d'avortements, etc. Et ça revient vraiment à valider l'acte, à ne plus le considérer comme problématique sur le plan moral. Il n'est pas seulement toléré, il est autorisé et maintenant il est même favorisé, voire promu. Même utilisé comme contraception, quoi. Oui, c'est ça. Donc c'est Simone Veil qui a porté cette loi à l'Assemblée à l'époque. Elle a écrit un texte de loi qui est très beau, par ailleurs, qui disait que l'IVG devait vraiment rester un ultime recours pour les situations sans issue. Ensuite, à quel point elle était sincère en écrivant ça, on peut se poser la question. Dans tous les cas, le texte qui, moi, me convient à titre personnel, c'est-à-dire de permettre cet acte, parce qu'il y a des situations effectivement impossibles pour certaines femmes, ce texte a été complètement dévoyé au fil des années.
on s'est mis de plus en plus à non pas seulement tolérer et permettre l'avortement dans cette situation, mais à vraiment le promouvoir constamment, comme si c'était l'acte libérateur pour la femme par excellence, le moyen de disposer totalement de son corps. On a, à force de vouloir déculpabiliser les femmes qui le pratiquaient aussi, on l'a banalisé. On sait qu'il y a des femmes qui viennent à l'hôpital faire leur 3e ou 4e avortement et qui expliquent aux médecins qu'en fait elles n'ont pas envie de s'occuper de leur contraception. Et on est à l'heure actuelle, on a encore franchi un stade cette année, on est arrivé à 243 000 avortements par an. Donc il faut bien se rendre compte que c'est un enfant conçu sur 4 dans notre pays qui est éliminé par cette voie. Donc pour moi c'est monstrueux en fait. En plus ça n'est absolument pas une nécessité parce que si on regarde nos voisins, par exemple l'Allemagne qui n'est vraiment pas un pays réactionnaire sur la question, ils sont seulement avec une population supérieure. Ils sont seulement à 90 000 avortements par an et ça baisse. Donc je pense qu'on a vraiment un problème avec ça. Et encore une fois, avec un féminisme qui fait constamment comme si l'avortement était menacé, en danger dans notre pays, par un lobby pro-life, par exemple, équivalent aux États-Unis, alors même qu'aucune espèce de débat n'est permis sur cette question, aucune remise en question. À aucun moment on ne réfléchit à des solutions pour qu'il y ait moins d'avortements, ce qui serait quand même une bonne chose. Il s'agit dans tous les cas de supprimer une vie humaine en devenir. Oui, alors qu'enfin, on a quand même créé... fin des années 70, je crois, justement, la contraception. Le but, c'était justement de pouvoir... Et elle est entièrement gratuite. Il y a toutes sortes de modes de contraception. Je comprends maintenant que certaines femmes aient une certaine défiance à l'égard de la pilule, à l'égard des hormones, mais il y a d'autres moyens possibles. Dans tous les cas, ça demande simplement à l'individu une certaine responsabilisation et beaucoup ne veulent plus en faire l'effort. Désormais, on parle de charge contraceptive. Moi, je trouve ça incroyable. En fait, pour nos grands-mères, la contraception, c'était une libération. Totalement. Et aujourd'hui, les filles se plaignent de devoir s'en occuper et elles peuvent être négligentes avec ça au prix d'un avortement. Sans se rendre compte en plus que c'est une intervention qui n'est pas non plus anodine pour leur corps à elles non plus. Enfin, c'est vraiment effrayant et irresponsable. Moi, j'avais une amie quand j'étais au lycée justement qui est tombée enceinte parce qu'elle n'était pas du tout sérieuse sur sa contraception. Elle a attendu jusqu'au dernier moment pour se faire avorter. Au final, elle a fini en hôpital psychiatrique parce qu'en fait, c'est quelque chose, on ne se rend pas compte, mais on banalise tellement la chose. Enfin, on parle quand même de tuer... un être qui, alors, on peut considérer vivant ou pas vivant, tout dépend de certaines personnes. Il est vivant, il est quand même, c'est un petit être le vivant. cœur bat. Voilà. Ce qui est certain, on peut nier que ça soit une personne humaine si on veut, décider que ça n'est pas encore le cas, mais génétiquement c'est un être humain. Dès la première cellule, le code génétique est constitué. Ça, c'est le professeur Lejeune qui le rappelait sans cesse. C'est lui qui a découvert le gène de la trisomie et qui voulait soigner les trisomies, qui a été désespéré de voir que sa découverte avait simplement amené à pouvoir les supprimer. Et donc il s'est battu toute sa vie contre l'élimination systématique notamment des trisomiques par avortement. Donc génétiquement c'est un être humain. Il faut savoir que quand enfin très rapidement, je crois que c'est au bout de 10 semaines qu'on entend le cœur battre. Enfin, c'est un être vivant dans tous les cas. Donc, et dans tous les cas aussi, si on le laisse se développer sans intervenir, ça deviendra un être humain. Donc c'est une vie humaine en devenir dans tous les cas. Bien sûr qu'il y a une charge morale énorme à supprimer ça. Et de vouloir le faire sans... C'est impossible. Et en plus, le choc physique sur le corps est aussi très violent. Or, aujourd'hui, on ne peut plus avertir les filles là-dessus, ou très très peu, parce que ça tombe sous le coup de entrave à l'IVG. Tous les sites qui voudraient avertir un peu là-dessus ont pu être fermés sous prétexte d'être conservateur, etc. Ouais. Mais il y a cette loi, en fait, le délit d'entrave à l'IVG. En fait, si on essaie de dissuader une femme de recourir à l'IVG, on peut tomber sous le coup de ce délit. Donc c'est judiciarisé. Donc l'absence de débat sur le sujet va jusque-là en fait. Ouais, même ça doit être une charge mentale pour les médecins aussi. Je sais qu'il y a des fois il y a des médecins qui ne veulent même pas justement s'occuper de ce genre
Oui, c'est un acte terrible. Et dans certains services de gynécologie, ils font bien plus d'avortements que d'accouchements. Et en fait, je pense que beaucoup de médecins gynécologues ne sont pas devenus gynécologues pour supprimer des embryons ou des fœtus à longueur de journée. C'est terrible. Et alors, pourquoi justement Emmanuel Macron a décidé de constitutionnaliser l'IVG il y a de ça bientôt 1 an déjà Comment ça s'est fait, etc. Alors, comme d'habitude, en fait, c'est une décision un peu conservatrice qui avait été prise aux États-Unis, qui a été utilisée en France par les féministes pour faire comme si l'avortement était encore une fois menacé, en danger. Donc, on a sauté sur l'occasion pour constitutionnaliser l'avortement, pour le rendre vraiment intouchable, en fait. Et moi, ce qui me choque beaucoup, c'est la valeur symbolique de cet acte, c'est-à-dire que on est vraiment aux antipodes du texte de la loi Veil. On n'est plus dans un pis-aller pour les situations sans issue. On est quelque chose qu'on a mis dans notre constitution à côté de notre devise, les liberté, égalité, fraternité et avortement, quoi, en fait. Et donc on en a fait quelque chose d'intouchable, une valeur positive associée à des notions comme l'émancipation, la liberté. Et pour moi, les mots ont un poids, en fait. Et quand on fait ça, quand on en fait une chose entièrement positive sur le plan des valeurs et des mots, c'est grave parce que, comme on le disait, c'est un acte moralement problématique. Et je ne dis pas qu'il faille l'interdire, mais gommer cette dimension problématique sur le plan moral, c'est monstrueux, en fait. Mais du coup, pourquoi en fait il y a toute cette tension entre justement ces féministes et on va dire cette maternité en général, le fait de procréer, etc. Enfin, pourquoi toute cette tension en sachant que, enfin, en soi, c'est la vie plus généralement. Alors bon, ça remonte à Simone de Beauvoir. Toujours, en fait, l'idéologie féministe a tout misé en matière d'émancipation de la femme sur le salariat et sur le travail des femmes. Toute la dernière partie du deuxième siècle est consacrée à la question du travail féminin, et évidemment que le fait d'être autonome financièrement, c'est un plus, et c'est quelque chose, je pense que ni toi ni moi on aurait envie de s'en passer. On est très contente d'être autonome financièrement. Le problème, c'est que, encore une fois, on a toujours été trop fanatique et trop idéologique dans ce sens, et qu'à partir de là, on a voulu des femmes qui soient au travail exactement comme des hommes. Or, il y a un principal obstacle à ça, c'est la maternité. C'est seulement la maternité qui fait que les femmes ne sont pas au travail exactement comme des hommes. On nous parle tout le temps, les féministes sont très crispées sur la question de l'écart salarial homme-femme. Or, il faut savoir que tous les chiffres qui nous sont donnés ne sont jamais donnés à temps de travail égal, ni à poste égal, etc. C'est complètement biaisé. C'est très confondu au final. Et en fait, si on lit bien les articles, on voit que ce qui pose problème, entre guillemets, et c'est présenté comme un problème, c'est le fait que les femmes ont des enfants. Donc elles vont avoir des congés supplémentaires, des moments où elles vont s'absenter pour ça. Elles vont prendre davantage de temps partiel et parfois même elles ne vont pas aller vers certains postes à haute responsabilité qui leur demanderaient d'être à 100% au travail tout le temps parce qu'elles ont envie de s'occuper de leurs enfants. Et ça, les féministes ne le supportent pas. Et la solution qu'elles ont trouvée, au lieu de faire en sorte que le monde du travail s'adapte à la maternité et qu'on puisse bien combiner les deux, ça a été de rejeter la maternité, en fait. Et de le voir vraiment comme une contrainte qui nous empêcherait d'être autonomes. Par ailleurs, il y a toute une logique aussi. La maternité, c'est aussi une forme de sacrifice, c'est aussi une forme de don de soi. Et on est dans un féminisme qui est tellement égocentrique, où la femme est tellement la propriétaire égocentrique de son corps, de sa vie, où on refuse tellement toute cette notion de don de soi. On est vraiment aux antipodes du christianisme qui avait fait de la maternité une figure magnifique à travers la Vierge Marie, où le sacrifice est prôné. Donc on est vraiment dans un individualisme qui est aux antipodes de ça, et qui fait qu'on ne veut pas, s'encombrer d'un enfant. Ouais. Et du coup, est-ce que c'est possible, on va dire, quand même, de pouvoir faire carrière et en même temps d'avoir une maternité? Parce que il y a des très beaux exemples où il y a des femmes qui arrivent à concilier les deux, mais j'ai l'impression qu'elles sont quand même débordées. Enfin, toi, par exemple, tu vois, je sais pas comment tu fais. Moi, c'est quelque chose qui, pour le coup, m'angoisse. Parce qu'on reçoit tellement d'idées préconçues. Et en même temps, à côté de ça, moi, je vois ma mère a une carrière exceptionnelle.
a quand même réussi à très bien m'élever. En plus, elle a été, on va dire, monoparentale, donc quand même quelque chose qui était plutôt facilement faisable, même, voilà, elle a pris des nounous, etc. Mais encore une fois, c'est ok aussi. Je pense qu'elle aurait quand même voulu plus donner de son temps, forcément, mais comment aujourd'hui on arrive à faire carrière, entre guillemets, quand même, sans avoir des bâtons dans les roues de toutes ces féministes, du coup, au final? Alors moi, dans l'éducation nationale, je ne sais pas si on peut précisément parler de carrière. En tout cas, je travaille quand même à plein temps en ayant des enfants. Et donc évidemment, c'est possible, mais en fait, ça exige beaucoup des femmes. Ça exige, beaucoup de sacrifices, pour le coup. C'est compliqué, la société ne fait pas grand-chose pour nous aider, surtout quand on appartient, comme tu le disais au départ, à cette classe moyenne qui va très peu bénéficier des aides de l'État parce qu'on estime que voilà, on gagne suffisamment d'argent, mais en réalité, enseignant à Paris, je peux dire qu'on n'est pas dans une situation non plus extrêmement confortable. Et donc c'est possible, mais c'est compliqué. Et c'est rageant de voir que encore une fois, le féminisme ne se bat pas pour nous aider à combiner le travail et la maternité. Ça devrait être son objectif premier, parce qu'on ne peut pas entièrement rejeter la maternité, comme on le disait, ça n'a pas de sens au sein d'une société, c'est suicidaire. Donc il faut qu'on puisse combiner les deux. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a des femmes qui renoncent au travail pour pouvoir être mère. Et ça, je sais pas, je me dis, si j'étais une féministe, je trouverais ça insupportable. Alors que c'est quand même quelque chose de très beau aussi. Je vois, j'avais un de mes anciens petits copains où sa maman avait dédié sa vie justement à ses 2 enfants et avait arrêté totalement son travail. Et c'était... pour moi, je trouve ça juste incroyable. Bien sûr, alors quand c'est un choix libre comme ça, bien sûr, c'est un choix, c'est super. Et ça aussi, on l'a trop méprisé d'ailleurs, l'apport pour la société des mères au foyer, tout ce qu'elles apportent en termes d'éducation pour les enfants. Moi qui suis enseignante, justement, je sais à quel point c'est précieux d'avoir des parents qui peuvent passer du temps avec leur enfant, à s'en occuper, l'aider à faire ses devoirs. Plutôt qu'effectivement une mère débordée qui rentre du travail et qui va pas pouvoir gérer tout ça en plus. Donc évidemment, c'est un rôle qui est essentiel, qu'on a méprisé totalement. On va parler un petit peu d'éducation, parce que c'est quand même aussi un de tes sujets un peu phares et gros sujet du livre, et il y a plein de choses à dire là-dessus après avoir fait ce côté un petit peu plus féministe, constat de la maternité, comme quoi c'est un peu compliqué aujourd'hui en France. Déjà, j'aimerais un peu redéfinir les bases. Aujourd'hui, c'est quoi exactement le rôle d'une mère et le rôle d'un père dans notre société? C'est compliqué parce que j'y ai beaucoup réfléchi dans mon livre, justement, pour contrer un petit peu ce désir d'une indifférenciation totale dans le couple qui est promu encore une fois par le féminisme contemporain. On a des gens comme Sandrine Rousseau qui font une obsession sur la répartition des tâches, à stricte égalité, on a millimétré le temps passé à la maison. Enfin bref, c'est un peu comme quoi la femme doit aller réparer le radiateur. Mais en fait, si une femme n'a pas envie de réparer un radiateur, en fait, c'est ok aussi, on s'en fiche. Tout le monde, c'est ça, voilà. En fait, je pense qu'il faut qu'on soit déjà beaucoup plus détendu sur la question, parce que, encore une fois, les hommes d'aujourd'hui... moi, je trouve qu'ils sont quand même assez ouverts en fait là-dessus. Maintenant, je veux dire, la leçon a été entendue. Oui, totalement. Il y a beaucoup moins ce machisme, comme on peut l'appeler. Moi, parmi les hommes de ma génération, j'ai vraiment pas l'impression que ça soit le problème majeur. Je pense que par ailleurs, l'indifférenciation totale, encore une fois, c'est un leurre. Alors c'est difficile de dire qu'est-ce qui est le rôle du père, qu'est-ce qui est le rôle de la mère, parce qu'aujourd'hui, puis on va trouver toutes sortes d'exceptions, on va trouver des couples, des foyers où l'homme va préférer faire la cuisine, ou c'est lui qui va faire le ménage ou changer les couches, que sais-je. Donc, mais en même temps, je trouve qu'il faut plutôt chercher un équilibre qu'une indifférenciation. C'est plus sain qu'il y ait
des rôles respectifs. Et en y réfléchissant pour mon livre, je me suis rendu compte, puis j'ai regardé comment ça se passait avec ma petite fille, que c'est un peu l'enfant lui-même en fait qui trace aussi ses limites, qui n'appelle pas papa ou maman pour la même chose. Et ça nous montre qu'on a en fait des rôles différents, des fonctions différentes, alors qu'ils peuvent varier d'un couple à l'autre, encore une fois. L'autorité paternelle d'autrefois peut très bien être assumée par la mère dans certains cas, je pense. Voilà. Et ensuite, par ailleurs, on aurait tort de nier le fait que, pour ce qui est du domaine de la petite enfance, il y a quand même une spécificité féminine, un lien particulier des femmes à la petite enfance. Tout simplement parce que c'est la femme qui a accouché, c'est elle qui allait éventuellement l'enfant. Enfin, je veux dire, un homme peut s'impliquer à fond dans sa paternité, il ne va jamais allaiter son enfant. Le lien est différent. Enfin, une femme l'a porté pendant 9 mois. Et ça, ça restera comme ça toute la vie. Enfin, alors, on peut encore une fois trouver toutes sortes d'exceptions dans la nature, des femmes qui n'auront aucun de ce qu'on appelle l'instinct maternel, qui malgré le fait d'avoir été enceintes n'auront pas de lien charnel avec leur enfant, mais grosso modo on peut quand même tracer des généralités, à savoir que voilà, on l'a eu dans son corps, on l'a allaité, donc il y a un lien charnel spécifique, et il y a une chose qui est certaine, c'est que quand on se promène dans Paris avec une poussette, je veux dire que 3/4 des hommes passent à côté, à la limite ils jettent un œil à la maman, il n'est pas dans la poussette, alors que toutes les femmes on le regarde braquer, je te jure, sur le bébé qui est dans la poussette, sauf exception, il y en a toujours 2-3 aussi qui... Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est, voilà. Mais c'est très drôle quand on se promène avec un bébé de voir la manière dont les femmes jettent un œil sur l'enfant, voilà. Oui, c'est cet instinct maternel en fait, on ne peut pas l'enlever, c'est quelque chose de biologique. Donc, oui, c'est ça. Il y a un désir, il y a... plus fort, je pense, globalement chez les femmes, même si toutes les exceptions sont possibles. Totalement. Justement, dans ton livre, tu parles beaucoup, comme on a commencé à l'aborder, de l'éducation. Comme quoi, dans les années 80, ça a énormément été déconstruit. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi et après, est-ce qu'aujourd'hui, on peut revenir également à une éducation un peu plus traditionnelle, comme ont pu connaître nos grands-parents ? Alors, cette transformation, ce choc dans l'éducation, il a eu lieu notamment, c'est consécutif un peu à la révolution mai 68. Dans mon livre, je reviens pas mal sur Françoise Dolto, qui a eu une influence un peu idéologique sur l'éducation des enfants, avec cette idée que l'enfant devrait être... très peu, voilà, qu'il ne faudrait pas exercer d'autorité descendante sur lui, qu'il faut le laisser suivre voilà, ses impulsions, faire ses expériences lui-même. Donc ça aboutit au courant de l'éducation positive, dont on se rend compte aujourd'hui qu'il fait des ravages. C'est une catastrophe, c'est beaucoup dénoncé notamment par Caroline Goldman. Alors évidemment on connaît une forme un peu dévoyée de l'éducation positive, il y a certainement des textes intéressants qui ont été écrits par des théoriciens de l'éducation positive. Mais bon, que prône cette éducation ? Elle prône la bienveillance, elle prône le fait de laisser quand même une grande marge de liberté aux enfants. Alors je ne suis pas contre ça, évidemment. Et bien sûr qu'il faut toujours assortir l'éducation de la bienveillance, de l'amour, enfin je ne vais pas dire le contraire. Le problème c'est que le résultat de ce discours c'est qu'on gomme par ailleurs tout l'aspect autorité, sanction, limite. Que ce soit dans le domaine familial ou, moi je connais très bien le système de l'éducation nationale, on a bien gommé aussi le volet sanction, limite. Et ça en fait, sous prétexte de faire du bien aux enfants, on leur fait un mal mais inouï. C'est-à-dire que on pense leur laisser leur liberté et leur faire découvrir l'autonomie. Et en fait, on fait le contraire parce que un enfant, quand il fait des bêtises, et il fait des bêtises, c'est pas seulement des erreurs, hein, ils ont envie de chercher, d'atteindre justement la limite, de la rencontrer. Et bien justement, il cherche cette limite, il cherche le moment où on va lui poser un cadre, on va lui dire stop. Et en fait, si on ne le fait pas, il le vit comme il y a une carence affective, il y a un manque de cadre chez cet enfant qui est extrêmement perturbant. Je pense que, enfin, je ne suis pas psychologue de formation, donc j'ai un peu l'air de pontifier sur la question sans rien y connaître, mais enfin, pour avoir passé du temps dans l'éducation, bien sûr,
et voir ma certains... petite fille aussi, comment elle fonctionne. Dans mon métier de prof, un des élèves les plus durs que j'ai rencontrés, quand on lui a demandé ce qu'il voulait faire plus tard, il voulait faire l'armée. Donc en fait, il attendait qu'on lui mette à un moment un cadre. Oui. J'avais vu sa mère en rendez-vous, la mère complètement aplatie devant son fils, à dire oui à tout ce qu'il disait. Et le petit prince, etc. Voilà. Et en fait, il attendait qu'à un moment, un mur en fait. Oui. Et les enfants ont besoin de ça pour se construire. Et en fait, on a ruiné cette structure psychologique qui est nécessaire. Et ça a une conséquence en fait sur le rejet de l'enfant dans la société. C'est que paradoxalement, alors qu'on a voulu tout faire pour le bien-être des enfants, on vient de la société de l'enfant roi quand même, avec des parents où tout est centré autour de l'enfant. Et en fait, la conséquence de ça, paradoxalement, c'est le mouvement No Kids. Parce que en les éduquant comme ça, on fait des enfants insupportables. Bien sûr. Et on arrive à des gens qui veulent prendre des vacances dans des centres où les enfants sont interdits, qui veulent aller manger dans des restaurants où ça existe de plus en plus, où les enfants sont interdits, ce que je trouve monstrueux, quoi. Enfin, l'idée de me dire je vais aller dans un endroit où les enfants sont interdits parce qu'ils sont une nuisance, parce qu'on les considère comme une pure nuisance. Et pas proprement appropriée. Mais ils ne sont pas éduqués en fait. Ils sont pas éduqués. Donc ils sont insupportables pour leurs parents eux-mêmes. Et d'où le rejet de la maternité, parce qu'en fait toutes ces mères qui n'ont pas voulu, en fait, qui ont voulu être dans un rapport purement sympa avec leur enfant, qui n'ont pas voulu assumer la charge de l'autorité, parce que tout ça découle, encore une fois, de ce que je disais, cette révolution idéologique de mai 68, de rejet de l'autorité. L'autorité, c'est fasciste, c'est mauvais. Donc les gens n'ont pas envie d'assumer ça, en fait. Ils n'ont pas envie d'être le méchant. Or, parfois, avec son enfant, je ne dis pas qu'il faut être méchant avec son enfant, je dis qu'il faut accepter de jouer ce rôle, c'est-à-dire qu'on ne va pas lui faire plaisir, qu'il ne va pas être content, qu'il va nous dire « Ah ouais, t'es méchant, tu m'embêtes, etc. » Et beaucoup de gens ne veulent pas assumer ce rôle-là. Ils sont dans un espèce de désir de bien-être un peu puéril, et ils ne se rendent pas compte que la conséquence, c'est qu'en fait, ils se récupèrent ensuite des enfants qui sont ingérables. Totalement, et puis on ne peut pas devenir ami avec son enfant. Non, en fait, c'est pas possible. Ça, on ne peut pas être la bonne copine de sa fille, ça ne marche pas. Et même, je le voyais, comment dire, maintenant même donner une fessée à un enfant, c'est quelque chose qui peut être totalement scandaleux. C'est même interdit par la loi, en fait. C'est interdit, donc c'est dingue. Moi, je me suis pris une fessée une fois dans ma vie, j'ai jamais recommencé. Donc en fait, c'était un bon rappel, j'avais 6 ans, et puis c'était terminé, quoi. Donc et ça a imposé des limites. Donc après, je suis pas du tout contre ce genre de choses et tout. On peut pas mais bien sûr, mais encore une fois, on peut pas mettre sur le même plan une fessée, un enfant battu. Ça n'est pas la même chose. Totalement. Et c'est ce qu'on a tendance à faire, quoi, de parler de violence éducative. En fait, tout exercice d'une autorité peut aujourd'hui passer pour une violence éducative terrible qu'on ferait à l'enfant. Non, en fait, parfois, quand on éduque un enfant, on lui fait pas plaisir. On a parlé un peu plus côté, on va dire, sociétal, tout ce qui a été mis en place justement pour accompagner la maternité jusqu'à, on va dire, les places en crèche, etc. Est-ce que toi, déjà, de ton expérience, tu m'as dit que ça n'était pas forcément bien passé dans les maternités. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton expérience peut-être perso et puis après ce qui est justement mis en place ou pas pour ces femmes justement qui sont enceintes? Alors effectivement, l'hôpital public aujourd'hui va très mal et le secteur des maternités en particulier. Alors on a un manque de personnel structurel, certes, mais on se rend bien compte qu'en fait on nous dit que les maternités sont débordées alors que les femmes françaises ne font plus d'enfants. On a une fécondité à 1,6, donc il y a quand même un problème. Et le problème, enfin un des problèmes en tout cas de l'hôpital public, en plus des problèmes structurels et budgétaires, c'est évidemment qu'on prétend soigner la terre entière et que c'est au détriment des femmes françaises. Moi, je sais bien que voilà, en étant une femme française de la classe moyenne qui paie des sommes colossales d'impôts, qui travaille, j'ai pu arriver pour accoucher dans une maternité où il n'y avait pas de place pour moi et j'étais entourée essentiellement de femmes qui ne parlaient pas français.
On sait que les étrangers bénéficient de soins gratuits, même quand ils sont en situation régulière, et c'est tout un panel de soins, ça ne se limite pas à des soins d'urgence, on le sait bien, ça c'est l'AME. Ensuite, les étrangers qui sont en situation régulière, c'est simple, ils ont une carte vitale comme toi et moi. Et il y a aussi tous ceux qui viennent avec des visas de tourisme ou des choses comme ça, qui laissent une facture colossale. On en a parlé récemment avec le cas de l'Algérie, parce que souvent ils repartent sans payer. Et donc c'est des millions d'euros de dettes dans notre hôpital public. Évidemment, ça pèse sur notre système de santé. Bien sûr. Et les femmes françaises empathient dans leur accouchement. Je l'ai vraiment vécu dans ma chair à titre personnel. Ouais. J'ai eu un accouchement abominable où j'ai été laissée à l'abandon, en fait, vraiment livrée à moi-même pendant plus de 5 heures, sans aucun moyen de soulagement de mes douleurs. C'est ce que tu disais justement dans ton livre, où des fois il y a un médecin qui avait 4 naissances en même temps et il avait 2 césariennes et en même temps il devait poser 2 péridurales et il faisait retarder en plus de ça l'accouchement. Il n'a pas fait les péridurales, il a fait les césariennes d'urgence. Bah oui, on va plutôt sauver la vie d'une mère plutôt que... Bien sûr, mais parce qu'il y a un manque aussi de personnel. Et il faut le savoir en fait, c'est qu'on pense qu'on vit dans une société développée, qu'on va pouvoir bénéficier de conditions d'accouchement modernes et tout. Il y a des femmes qui ne veulent pas de la péridurale, très bien. Moi, je la voulais personnellement. Et je n'ai pas pu en bénéficier. Donc, c'est insupportable en fait. Et le pire, c'est qu'à un moment, la vie de mon bébé a été en danger, la mienne aussi. Se dire qu'on passe à travers tout ça, alors qu'encore une fois, on joue le jeu de la société développée, on travaille toute l'année, on paie ses impôts, on a quand même le droit d'accoucher, je pense, dans des bonnes conditions. Totalement. Et après, à la suite, justement, quand une femme accouche, il y a le problème des crèches, ou des nounous, etc. Est-ce que tu peux aussi nous en parler? Bien sûr, le mode de garde, c'est vraiment le nerf de la guerre, notamment à Paris, où c'est très difficile d'avoir une place en crèche. Et là, c'est typiquement le genre de sujet dont les féministes ne saisissent pas. On a bien compris pourquoi, parce que leur idée, c'est plus d'écarter la maternité que de nous aider à combiner travail et maternité. Ça fait qu'il y a quand même 30% des enfants qui sont sans mode de garde en France. Et dans ce cas-là, dans 3/4 du temps, c'est la mère qui reste à la maison. Alors les féministes veulent des femmes au travail, mais le résultat, c'est que la mère reste à la maison garder son enfant parce qu'elle n'a pas trouvé de mode de garde. Donc c'est hallucinant. C'est vraiment aboutir au contraire de ce qu'on prône. Et c'est très 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 dur d'avoir une place en crèche publique, alors que pour moi ça devrait être automatique en fait. À partir du moment où les 2 parents travaillent, on devrait avoir droit, ça devrait être un droit d'avoir le mode de garde, puisque c'est la condition première pour que la femme puisse retourner au travail. Totalement. Et encore une fois, on veut des femmes qui soient insérées dans le marché du travail, qui puissent retourner travailler. On parle tout le temps de l'égalité salariale homme-femme. On nous en fait des caisses à chaque fois sur ce sujet. Et quand vous venez d'avoir un enfant, vous ne pouvez pas le mettre à garder. Il y a des entreprises qui commencent à justement établir des Alors je pense que c'est mieux pour les entreprises que, en tout cas, moi ce que j'ai constaté, c'est que les entreprises réservent des berceaux dans les crèches privées. Et bon, j'en ai pâti à titre personnel puisque moi je suis fonctionnaire. Je n'ai pas de priorité spéciale dans les crèches publiques. Pendant 2 ans, j'ai pas réussi à avoir de place en crèche publique, sachant que quand même il y a des places qui sont réservées aux gens au RSA. Soi-disant pour leur permettre de se réinsérer professionnellement. C'est ce que tu dis dans ton livre. Donc oui, ça fait vraiment partie des sujets moi qui me rendent folle en fait, parce que quand tu te retrouves sans mode de garde pour ton enfant, alors que tu dois aller au travail le lendemain et qu'à côté de ça on t'explique qu'il y a des places pour des gens qui sont en recherche d'emploi, pour moi c'est impossible. Et donc oui, quand on est dans ma situation, on n'a encore une fois pas de place en crèche publique dans 3/4 du temps. J'ai fini par en avoir une après des déboires, je ne vais pas raconter tout le détail. Et dans les crèches privées, en fait, on est sur un siège éjectable parce que les places sont prioritairement accordées aux berceaux réservés par les entreprises. Les entreprises prennent la peine de réserver des berceaux Donc quand il y a un enfant venant d'un salarié qui arrive, et moi j'ai connu ça là en milieu d'année, on s'est fait mettre dehors quasiment du jour au lendemain. On a été prévenus 2 semaines avant.
Wow. Et on n'avait plus de mode de garde. C'est pire que de se faire expulser d'un appartement encore. Ah, peut-être pas, mais c'est horrible. Enfin, et moi, je sais que j'ai vu un nombre de fois des collègues être désemparés parce que la nounou les avait lâchés. J'ai vu des collègues pleurer en salle des profs pour ça. Et je me dis, on réduit les femmes à ça aujourd'hui, à ce quasiment de désespoir par moment. On réduit aussi les gens à accepter des modes de garde qu'ils ne voudraient pas. Oui, avec des professionnels des fois qui sont non formés, oui. ce que tu dis justement dans ton livre. C'est parce qu'en fait, en très grande majorité, on préfère la structure collective. Je pense pour les mêmes raisons qui sont les miennes. Moi, je préfère ça parce que une personne seule, je ne sais pas ce qu'elle fait en mon absence. Bien sûr. Donc, je pense que pour ça, on préfère tous la structure collective. Or, à Paris, il y a énormément de gens qui, alors qu'ils auraient souhaité une place en crèche, acceptent de laisser leur enfant à des nounous qui n'ont aucune espèce de qualification, qui en plus sont toutes d'origine étrangère. Il y en a qui ne savent pas lire un SMS en français, qui ne comprennent pas le contrat qu'elles signent. Ou une notice de médicaments. C'est ce que je disais dans le livre, c'est que voilà, c'est-à-dire que dans des situations d'urgence où moi je ne suis pas persuadée que ces personnes savent forcément agir comme il le faudrait. Dans tous les cas, pour le développement de l'enfant, être constamment avec une personne qui ne maîtrise absolument pas le français, ça ne me paraît pas idéal non plus. Moi, je ne souhaitais pas ça pour ma fille. Du coup, aujourd'hui, ta fille, c'est bon, elle est en crèche publique. Oui, enfin, finalement, après quand on s'est fait mettre à la porte, j'ai un peu tiré la sonnette d'alarme partout. En tant que Français, est-ce qu'on peut avoir des aides justement pour être en crèche privée ou pas du tout? Il n'y a pas d'aide qui peut être accordée Non, pas d'aide spéciale. Hein. On demande et puis on paye, hein, surtout. Ouais. c'est ça aussi, c'est qu'il y a un coût en fait énorme et les gens le savent. Ça joue dans les difficultés à faire en tout cas, les gens ne font pas. Les femmes françaises ne font pas autant d'enfants qu'elles le voudraient. Ça, c'est un chiffre qui avait même été rappelé par Emmanuel Macron. Le désir d'enfant des femmes françaises est à 2,4 enfants par femme. Et en réalité, on a une fécondité à 1,6, beaucoup plus basse. Donc, ça veut dire que, certes, il y a une certaine part des femmes qui rejettent l'enfant. 30% quand même maintenant aujourd'hui des femmes en âge de procréer ne veulent pas d'enfants. Mais parmi celles qui en ont, beaucoup voudraient en avoir plus et ne peuvent pas. Et ça, ce sont des contraintes matérielles de la société. Et quand on voit le problème démographique qu'on a, on se dit c'est quand même terrible. Rien n'est fait pour aider ces femmes. Il y a la question du logement, il y a la question financière, cette question du mode de garde. Tout s'accumule pour rendre les choses compliquées, pour se dire bon bah j'en aurais bien fait 4, mais c'est pas possible. Là, même les tailles des appartements parisiens, les loyers toujours de plus en plus chers, etc. Et tout le système des allocations maintenant en fait est dévoyé parce que depuis une loi de François Hollande, c'est en fonction des critères de revenus. Donc c'est devenu une politique sociale au lieu d'être une politique familiale. Et ce sont les familles défavorisées, essentiellement, franchement, quand on appartient à la classe moyenne et qu'on a 2 salaires, sans que ce soit des salaires mirobolants, on n'a pratiquement aucune aide. Aucune aide financière. Donc ça, ce n'est pas normal non plus. C'est la société française qui est laissée à l'abandon, malheureusement. Oui, bien sûr. Et avec des politiques qui, de manière cynique, comptent essentiellement sur l'immigration, en fait, pour assurer artificiellement une démographie. Sauf que, en fait, ça n'est pas le peuple français qui perdure dans ce cas-là. Et du coup, selon toi, quelle serait vraiment la mesure principale qu'on devrait mettre en place aujourd'hui, vraiment la mesure la plus urgente sur cette question de la maternité, etc. S'il y avait une proposition de loi que tu devrais faire passer, qu'est-ce que ça serait? Alors, pour ne pas me répéter sur le mode de garde, qui, je pense, ferait partie des premières urgences, je parlerai du congé maternité. Parce que, d'ailleurs, il devait être réformé, là, en 2025, mais on a eu tellement de changements de gouvernement que ça n'est pas passé. Les femmes françaises sont très mal loties par rapport au reste de l'Union européenne. La plupart du temps en Europe, que ce soit en Allemagne, en Italie, en Suède, c'est carrément merveilleux. Enfin, il est assez normal pour une femme de s'arrêter de 6 mois à 1 an à la naissance d'un enfant en ayant très peu de perte de salaire. En France, on a 10 semaines. C'est-à-dire que quand ton enfant a 2 mois et demi, hop, il faut le laisser à garder. Et en plus, ça n'est pas facile de trouver un mode de garde. Ça veut dire qu'il faut le sevrer
alors que l'OMS recommande l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois. Donc on nous dit voilà, il faut allaiter son enfant et en même temps à 2 mois et demi, il faut retourner au travail et on ne peut plus allaiter son enfant. Donc évidemment, il faudrait un prolongement du congé maternité, arrêter de se focaliser uniquement sur le congé paternité. C'est bien que les hommes prennent des congés aussi, mais encore une fois, ça n'est pas eux qui ont accouché, ça n'est pas eux qui allaitent l'enfant. Puis la femme a besoin aussi peut-être de se reposer aussi après 9 mois de grossesse. Quoi. Complètement, voilà. Donc il faut réformer ça. Normalement, on aurait dû avoir là un congé qui nous permettait de nous arrêter jusqu'aux 6 mois de l'enfant, ce que je trouve très très bien. Okay. Mais ça n'est pas passé. Peut-être plus tard. Espérons. Et tes futurs projets, etc., est-ce que tu peux nous en dire plus ? Est-ce que tu as peut-être un prochain livre qui va sortir ou je sais pas, autre chose plus personnelle? Alors beaucoup de choses. Bon, j'attends mon deuxième enfant, donc je vais m'occuper de ma famille, voilà, d'éduquer mes enfants le mieux possible, d'assumer cette charge. Mais j'ai beaucoup d'autres projets par ailleurs aussi d'écriture, effectivement. Je pense à un troisième livre, effectivement, qui compléterait un peu le deuxième. Peut-être l'écriture d'un scénario de film aussi. Okay, donc oui, j'ai beaucoup d'idées, je ne vais pas m'ennuyer. Très bien, bah écoute, je vais mettre le livre justement pour que les personnes puissent l'acheter et se renseigner. Et puis s'ils veulent te contacter, ils peuvent te contacter directement, je pense, sur les réseaux sociaux ou sur... Alors je ne suis pas beaucoup sur les réseaux sociaux, mais en revanche, s'ils écrivent à mon éditeur, il me retransmet tous les messages. Ok, ça marche, et je super. réponds sans problème. Merci beaucoup, Eve. Merci. Merci à vous d'avoir écouté cet échange entre femmes. J'espère que cette conversation vous a plu. Si c'est le cas, nous serions ravis de connaître votre retour et n'hésitez pas à nous mentionner en story sur les réseaux sociaux. Pour découvrir les nouveaux épisodes d'Éclat de Femmes chaque semaine, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous pensez que cela pourrait intéresser l'un de vos proches, je vous encourage à le partager avec lui. À très vite!